Bonjour et bienvenue dans l'hebdo de François, en partenariat avec Beurre FM et Africa numéro 1, et toujours avec nos soldats de l'information. J'ai nommé Francis Laloupeau, bonjour. Bonjour, vous allez pour bien? Africa numéro 1, moi ça va bien. Nadir Djenad pour Beurre FM, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Et puis Wallace Cotra de François nous a fait la gentillesse de nous rejoindre aujourd'hui, bonjour Wallace. Bonjour. On retrouvera dans quelques temps notre ami Dominique Volton. Et enfin le dernier, mais pas le moindre, Éric Zemmour du Figaro, bonjour. Bonjour. N'oubliez pas, si vous voulez nous écrire, nous faire vos remarques, on a une adresse email qui va s'afficher sur votre écran, hebdofranço@rfo.fr. Voilà. Alors, au sommaire de notre émission cette semaine, le retour de Gaston Floss en Polynésie, un retour plutôt inattendu, on va en parler. Le changement de donne dans la course à l'investiture démocrate aux États-Unis. Barack Obama semble maintenant dépasser Hillary Clinton non seulement de la tête mais des épaules. Et enfin, le déplacement de Nicolas Sarkozy en Afrique. En toute fin d'émission, on abordera la question des élections municipales et puis surtout la question de la diversité dans ces élections. Voilà, tout de suite, on se rend en Polynésie, si j'ose dire. Alors, Gaston Floss a perdu le premier tour dans les urnes en proposant une alliance avec son ennemi héréditaire, si je peux dire, l'indépendantiste Oscar Temaru. Et il gagne le troisième tour en s'alliant avec le même Temaru. Alors, Wallace Cotra, j'ai un peu envie de dire pour vous, combination contre vote des Polynésiens? Je sais pas, c'est aux Polynésiens de dire sur place. Ce qu'on peut dire simplement, ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est pas un scrutin d'autodétermination. Donc c'était pas pour ou contre l'indépendance, et donc c'était pour des hommes. Voilà. Donc c'est pas le ligne de clivage, c'est pas seulement l'autonomie et l'indépendance. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il faut saluer l'artiste Gaston Floss qui effectivement a perdu le premier tour, a perdu le deuxième tour, mais en respectant le statut, a gagné le troisième tour. Et je crois que tout le monde l'avait un peu enterré. Il est toujours là. Enfin, ce que j'ai envie de dire là-dessus, derrière tout cela, parce que les choses sont en train de se mettre en place, encore c'est pas encore tout à fait, le gouvernement a été annoncé, mais il y a des recours, etc. Derrière ça, ce que j'ai envie de dire, c'est que il y a un problème de stabilité dans ce territoire. La majorité tient une voix. Le projet, disons, le statut qui a été mis en place par M. Estrosi devait régler le problème de la stabilité. C'est pas réglé. Donc c'est un échec. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, je crois que maintenant, après plus de 20 ans d'autonomie, il est important de remettre cette relation, enfin disons ce dossier des relations entre la Polynésie et la métropole et l'Europe finalement sur la table. Quoi. Je crois que le président Sarkozy doit faire un déplacement là-bas. C'est un sujet à aborder, mais à l'aborder, sereinement. Parce qu'aujourd'hui, je crois on peut plus dire les mêmes choses qu'il y a 20 ans. Les choses ont changé, l'Europe a changé, la France a changé, le monde a changé, le Pacifique a changé. Donc, il faut trouver une nouvelle donne, un nouveau type de fonctionnement entre cette collectivité qui est, peut-être la plus autonome. C'est celle qui est la plus avancée dans une autonomie. Alors, j'ai envie de poser la question à Éric Zemmour un peu. Bon, c'est pas un échec gouvernemental quelque part? Parce que on sait bien que Christian Estrosi, et puis derrière lui, le président de la République, Nicolas Sarkozy, avec un candidat, disons ça comme ça, qui est Gaston Tong-Sang. Et Gaston Tong-Sang se retrouve être le grand perdant, alors qu'il a gagné dans les urnes, faut quand même le rappeler. Il était le premier candidat dans les urnes. Hein. Comme disait Georges Marchais jadis, je vous remercie de poser cette question, parce que en écoutant... en écoutant Wallace, j'étais en train de me dire ça, justement. J'étais en train de me dire, c'est quand même une grande défaite pour Estrosi, pour le gouvernement, puisque si on revient 20 ans en arrière, justement, Floss, c'est quand même l'homme du système Chirac dans les îles. Ami personnel de Chirac, comme du système, s'il en est. Il est d'ailleurs encore sujet à de multiples affaires, etc. Et donc c'est vraiment l'homme du système Chirac dans tout ce que ça signifie. Et Sarkozy, donc, dans son désir de rupture, en particulier avec les années Chirac, voulait se débarrasser de Gaston Floss. Et Estrosi, en brave soldat du sarkozysme, a tout fait pour s'en débarrasser. Et on voit que, viré par la porte, il revient par la fenêtre. Alors effectivement, c'est amusant d'ailleurs la Polynésie. Je suis pas un grand spécialiste des affaires polynésiennes. Il y a un côté corse, quoi. Il y a un côté comme ça, combine d'appareils, de parlement. Il y a un côté comme ça personnel, surtout des relations très personnalisées. Au-delà de, on a l'impression que, peu importe les clivages, l'important c'est le rapport personnel et on fait des combines entre. C'est vraiment une petite élite. Partisane qui a confisqué le pouvoir politique. Exactement. Bon. Et qui joue. Ça fait 4ème République, voilà. Ça fait 4ème délice et poison de la 4ème République. Voilà. Alors moi j'ai envie de poser une question
Oui. Alors, je voudrais dire, Nadir Djenad, vous voulez prendre la parole, mais en même temps, je pose la question à tout le monde. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, il y a quelque chose qui a attiré mon regard. Là, on peut le dire aux téléspectateurs, on enregistre le vendredi, donc on ne sait pas encore tout. Il y a comment on appelle ça, une demande qui a été faite au Conseil constitutionnel pour remettre en cause le vote par Gaston Tong-Sang. Il y a une manifestation qui est appelée à Papeete. Donc on sent que l'instabilité politique qui était prévue dans ce territoire et le fait qu'on avait essayé de faire de nouvelles élections pour régler cette instabilité se réinstalle. Alors comment on peut faire cesser cela aujourd'hui ? Écoutez, bonne question. Malheureusement, je ne vois pas la réponse. Vous n'avez pas la réponse. Je n'ai pas la réponse. Remarquez, j'ai l'impression que même au sommet de l'État, on l'a pas, à vrai dire. Hein. Mais ce qu'on peut dire, c'est que l'instabilité, c'est vrai qu'une des constantes, c'est l'instabilité politique en Polynésie depuis 2004. 4 gouvernements, 3 motions de censure. Bien avant, les Polynésiens reprochent ces alliances de circonstances entre différents partis politiques. Il y a cette alliance de circonstances là actuellement entre Gaston Floss et Oscar Temaru. Les Polynésiens en ont assez. Je suis assez d'accord pour dire que cette élection, c'est un désaveu pour Christian Estrosi. Moi, c'est drôle parce que je lisais un commentaire d'un professeur de sciences politiques à l'université de Polynésie française. Il disait qu'en Polynésie, ce sont les Métuas. Alors les Métuas, je crois que ça veut dire les guides. Voilà, ce sont les Métuas, les guides qui font les élections. En l'occurrence, Gaston Floss et Oscar Temaru. Et cet universitaire disait que l'État, le gouvernement, Christian Estrosi, Nicolas Sarkozy ont vexé Gaston Floss, ce qui a eu comme conséquence donc que Gaston Floss a rejoint Oscar Temaru, s'est jeté dans ses bras. Ouais, voilà, les anciens ont décidé de donner une leçon à Paris en disant ce n'est pas à vous de décider. Le gouvernement, moi je dirais que le gouvernement a effectivement pris un risque en voulant rompre avec la Chiraki d'outre-mer. Donc là, on voit les conséquences aujourd'hui. Éric Zemmour, un petit mot, mais rapide. Et puis ensuite, Francis Laloupeau, qui est un garçon extrêmement aimable. Simplement, c'est amusant de voir le choc presque des cultures, entre une culture traditionnelle, ancestrale, où c'est les anciens qui guident, et une volonté moderniste à la Sarkozy, où on veut rompre justement avec les anciens. Et ce choc est assez amusant. Voilà, c'est tout. C'était ça. Francis et ensuite Wallace Cotra. Oui, moderne, quoi, moderniste. C'est la Sarkozy et la Chiraki. La Chiraki, voilà, d'abord. Bon, je pense que l'essentiel a été dit. Je voulais juste relever 2 ou 3 choses. D'abord, pour Gaston Floss, on peut dire chapeau l'artiste. Chapeau, ce que disait le chapeau de vieil homme, parce qu'on l'avait effectivement enterré. Il y a 3 semaines, on en parlait ici. On avait failli. On l'avait enterré sur ce plateau, il faut bien le dire. Absolument, on avait tort. Et puis voilà qu'il rebondit, qu'il ressort. Mais je pense aussi que ce n'est pas un hasard. Je crois qu'il y a des réalités locales aussi en Polynésie dont il faut tenir compte. Il y a une vision peut-être un peu parisienne, comme ça, très parisienne, parce que c'est très loin tout ça quand même, hein, géographiquement en tout cas. Et je crois que les Polynésiens ne sont pas également, je crois qu'ils sont sensibles à l'attachement très particulier dont fait montre Gaston Floss à l'égard quand même de ce pays. Et je crois que là, ce retour qui était tout à fait inattendu est une manière pour lui de faire un dernier tour de piste, parce que j'entends dire souvent dans l'entourage, enfin, je ne suis pas non plus un spécialiste de la Polynésie, mais enfin, il y a un entourage proche qui me dit comme ça que Gaston Floss aimerait bien laisser un héritage, préparer son retour. On a l'impression comme ça de combinaisons un peu tropicales, mais ça, c'est le cas d'ailleurs. Alors pour revenir aux combinaisons de l'Élysée, en ce moment l'Élysée n'a pas beaucoup de chance, parce que quand on voit notamment même tout ce qui se passe localement dans le contexte des élections municipales, c'est un peu embêtant. Alors, ils ont un peu perdu la main. Disons qu'avant il y avait le terme, on disait de Caraïbes, aller de Caraïbes dans Silla, on pourrait dire aujourd'hui aller de Neuilly en Polynésie. Chirac avait une formule que je vous soumets, il disait toujours les merdes volent toujours en escadrille. Bon, alors voilà ce qu'a je dire juste 2 choses sur le plan au-delà de la politique, sur le plan sociologique, c'est que il faut pas ignorer le fait qu'il y a une vraie base électorale du Tavini, donc le parti d'Oscar Temaru, et de Gaston Floss, qui est une base populaire polynésienne. Donc ça, c'est une vraie réalité, et qui est majoritaire, si on fait l'addition, arithmétiquement. Donc il faut tenir compte de ça. Mais enfin, c'est la majorité des contraires, quand même. Oui, mais je veux dire que c'est sociologiquement, ça représente quelque chose, au niveau de la population. Donc il faut le traiter avec attention. La deuxième chose, c'est que il y a quelque chose en Polynésie qui est émergent, c'est les cadres polynésiens. Il y a une vraie classe moyenne polynésienne, avec des cadres qui, je pense, dans une situation difficile comme ça, peuvent
gérer le pays et je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'inquiétude à avoir là-dessus parce qu'il y a une vraie classe moyenne polynésienne et d'autre part je crois que je disais tout à l'heure qu'il y a eu un déplacement du président de la République, c'est peut-être l'occasion de rebaser les choses, de dire quelles sont les relations, etc. L'UMP quand même a rompu avec Gaston Floss. On voit mal comment va se dérouler cette visite du président. Je crois qu'il faut c'est important toujours outre-mer de distinguer l'État et le parti au pouvoir. Et je pense que ce qui est apparu un peu Polynésie, c'est qu'il y avait une sorte de confusion entre d'une part l'UMP et le président, les institutions gouvernementales. Je crois que ça n'a jamais bien fonctionné quand il faut que l'UMP s'exprime, et c'est vrai que l'UMP doit s'exprimer et dire voilà, c'est Gaston Tong, etc. Que les institutions soient respectées, que le ministre soit un peu en dehors. Il y a quand même une question de fond, Jean-Marc, c'est vrai qu'on fait souvent le commentaire sur les combinaisons politiciennes, sur ce contexte politicien très sulfureux de la Polynésie. On se demande, on ne sait pas quelles sont les conséquences, je veux dire, de ce contexte politique justement sur la réalité de ce territoire ou enfin cet atoll en tout cas sur le plan économique, sur le plan social. Est-ce que je veux dire est-ce que ces équipes qui gouvernent, qui se succèdent, qui se remplacent, qui se télescopent, est-ce que ces équipes sont performantes, je veux dire en termes de résultats sur le plan économique et social? Je crois que c'est quand même ça au fond, c'est ça la vraie question. Et que si le substrat pour la population. Voilà, si la situation polynésienne se réduit simplement, je veux dire, à des épisodes, à un feuilleton politicien interminable, ce serait quand même il serait temps de s'en inquiéter. Je pense que Wallace va dire un petit mot de conclusion sur cette chose. Je pense que c'est politiquement, économiquement, la situation est difficile. Donc il faut vite stabiliser les choses là-dessus. Ce qui est positif sur le plan des équipes, c'est que je pense que finalement, on retrouve un peu l'ensemble. Enfin, on peut actuellement avoir des équipes au niveau technique, au niveau des cadres, etc., qui viennent de l'ensemble de la société polynésienne. C'est vrai qu'à un moment, c'était soit les équipes de Gaston Floss d'un côté, soit les équipes de Oscar Temaro. Là, je crois qu'il y a une pérennité, une permanence. Je pense du personnel. On est revenu à un fonctionnement plus, décrispé au niveau des techniciens. Il faut que politiquement les choses soient réglées. Voilà, écoutez, on aura l'occasion d'en reparler, je pense, lors de la visite du président Nicolas Sarkozy en Polynésie. On va parler d'un candidat président cette fois. Un candidat président qui, lui aussi, est assez inattendu. On ne l'attendait pas forcément à ce moment de la compétition. Barack Obama est en train de prendre le dessus extrêmement sérieusement, et on peut dire avec une quasi-certitude définitivement sur Hillary Clinton, et il ne serait pas étonnant qu'au mois d'août, moment où les choses vont se décider, il devienne le candidat démocrate face au candidat républicain. Alors, encore à Wallace Cotra, une question pour démarrer le débat. Est-ce que, par hasard, on peut douter de la capacité de Barack Obama à battre le candidat républicain? Parce que être premier dans son camp, c'est une chose, être premier dans le pays, c'était pas forcément la même chose. Il me semble que, mais là il y a des spécialistes, donc je vais essayer de faire court. Il me semble qu'il y a deux indices qui me font penser qu'il y a un basculement. C'est d'une part le fait que j'ai l'impression que la communauté noire, qui était plutôt pour Clinton, est en train de basculer. Et les principaux, il y a des responsables importants de la communauté noire, des écrivains, des responsables d'associations, beaucoup de gens, qui basculent. Puis la deuxième chose, c'est que les sondages au niveau national disent que c'est le meilleur candidat démocrate face aux républicains. Et je crois que les gens vont être sensibles à ça, mais encore une fois, je suis pas un spécialiste. Alors, Nadia Djenad veut dire un mot. Moi, je dirais, j'ai mis une hypothèse, ce qu'elle vaut, c'est que devant John McCain, Barack Obama va perdre. Il va perdre parce que l'Amérique a peur. C'est une hypothèse. Écoutez, on laisse venir Nadia Djenad. Oui, mais les sondages, on sait très bien que les sondages... Nadia Djenad s'engage. Et c'est son droit le plus strict, on le laisse finir. C'est une hypothèse. Elle vaut ce qu'elle vaut. T'as une chance sur deux. Voilà. S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. En fait, il va perdre pour une raison simple, c'est que l'Amérique a peur. L'Amérique a peur depuis le 11 septembre 2001. Les attentats du 11 septembre 2001 ont constitué un tel choc, et la grande force de George Bush durant ses 2 mandats, ça va été de maintenir une espèce de sentiment d'insécurité permanent auprès des Américains. Les Américains ont peur de nouvelles attaques contre le terrorisme. Et je suis pas sûr que le changement prôné par Barack Obama, son inexpérience quand même, donc suffise à séduire les électeurs. En face, il y a John McCain. John McCain est plutôt rassurant. Il a 78 ans. Il rassure quand même. Non, 72.
62 ans, pardon. Il est âgé, mais il rassure. Il défend les valeurs nobles de l'Amérique. C'est un ancien héros du Vietnam. Il n'a pas fléchi durant la torture au Vietnam. Donc je pense que les Américains. C'est aussi un peu démarqué de George Bush sur certains points. C'est un petit peu démarqué de George Bush. C'est un homme à état d'esprit libre et indépendant. Je pense que les Américains préféraient lui faire confiance. Préféraient faire confiance à quelqu'un comme lui, comme John McCain pendant 4 ans. Que face à Barack Obama. Alors, Nadir a une opinion très tranchée qui l'expose. Francis Laloupeau, on parle beaucoup des personnalités. Hillary Clinton, Barack Obama, la jeunesse, le côté noir, le type d'électorat qui mobilise. On parle moins des programmes. Moi, j'avoue que j'ai un peu de mal à connaître le programme de Barack Obama. Je vais juste revenir un instant sur ce que disait Nadir, qui a effectivement émis un point de vue très courageux, un pronostic très courageux. C'est audacieux. Alors moi, je suis toujours surpris quand on parle de l'inexpérience de Barack Obama dans un pays quand même qui a eu comme président George Bush pour 2 mandats quand même, qui n'était pas particulièrement expérimenté. En tout cas, dans la culture générale, était quand même assez minimaliste et carentiel en tout cas. Et j'allais parler de Reagan également. Voilà. Donc, en termes d'inexpérience, je pense que les États-Unis ont vu des situations beaucoup plus compliquées que ça. Mais l'Amérique doute. Les Américains ont peur. Oui, l'Amérique doute, mais l'Amérique a moins peur aujourd'hui qu'il y a 5 ans, par exemple. Dans le contexte de la guerre en Irak, en tout cas. Il y a une évolution, en tout cas, de l'opinion. Une évolution de l'opinion qui va vers, au fond, le besoin de cesser une guerre dont on ne voit pas l'issue. Moi, je pense que les élections se joueront. C'est-à-dire, pour vous, Barack Obama, c'est le candidat anti-guerre Irak. Et il n'est que cela. C'est celui qui est le mieux positionné, très clairement, en tout cas dans son camp, contre la guerre en Irak, en tout cas pour le retrait programmé des soldats américains d'Irak. Et on a en face effectivement John McCain qui propose plutôt de poursuivre la guerre et de la terminer. Donc déjà, il y a un clivage très précis dans l'opinion américaine, dans l'électorat américain, qui se déterminera en fonction, je dirais, de ces choix-là. Soit on continue la guerre, soit on arrête cette guerre-là. C'est une offre politique qui est claire de ce point de vue. Mais ça résume quand même pas tout un programme, et ça rejoint votre question. Dans ce programme, la question de la guerre ou de la poursuite de la guerre a une place centrale. Bon, dans le camp démocrate, on sait le positionnement de Barack Obama qui est beaucoup plus précis dès le départ, en fait depuis le départ, par rapport à celui de Hillary Clinton. Même si Hillary Clinton a fait monter les compteurs et a rejoint de ce point de vue Barack Obama. Mais si vous voulez savoir pour les programmes, on vous laisse terminer. Il y a quand même des points précis, je veux dire, pour le programme des candidats. Dans le camp démocrate, la démarcation entre les 2 candidats est beaucoup moins nette que dans le camp républicain, par exemple. C'est vrai que, grosso modo, les candidats Barack Obama et Hillary Clinton se positionnent, je dirais, au centre du Parti démocrate. Ce qui est quand même une nouveauté, parce que généralement... Ce qu'on appelle le ventre mou, quoi. C'est pas le ventre mou, en fait, c'est le centre. En fait, c'est ce centre... Oui, on peut appeler ça comme ça, parce que c'est ce qu'on a reproché à Bill Clinton à l'époque, d'être un peu insaisissable, parce qu'il s'était positionné au centre. Donc, il ne se positionne ni à gauche, ni à droite du parti, il se retrouve au centre. Ce qui est une nouveauté, ce qui veut dire aussi que la démarcation entre les 2 candidats est très mince. Et que sur les questions principales, parce que ces questions principales existent, c'est-à-dire la guerre en Irak, la question de l'immigration, la question portant sur les programmes de santé, et les questions de relance économique, il y a des nuances davantage entre les 2 candidats plutôt que des démarcations très claires. Mais il y a quand même une question sur laquelle je pense que les Américains vont se déterminer, se déterminent déjà d'ailleurs, c'est la question du style, c'est la question de la vision, c'est la question de la vision, c'est-à-dire que qui serait le plus à même entre Obama et Barack Clinton de conduire cette politique sur laquelle, heureusement d'ailleurs, le Parti démocrate est globalement en accord. Alors, opposition de style, mais pas opposition de programme. Voilà. C'est ça, Éric Zemmour. Un point de vue que vous partagez? Ah non, mais je veux même prolonger ce que dit Francis, parce que je pense que c'est important, mais je voudrais le dire autrement. Non pas pour jouer, mais parce que je pense que les mots ont une importance. Quand Francis dit « ils sont au centre », il faut préciser ce que ça veut dire. Ça veut dire que, dans la foulée clintonienne, le Parti démocrate, Hillary Clinton comme Obama, s'incline devant la conception républicaine de l'économie et du social. C'est une victoire républicaine au sens pas français, au sens américain. C'est une victoire de la droite américaine. Du Parti républicain sur le Parti démocrate. Exact, c'est une partie exactement. Idéologiquement, le Parti républicain aurait gagné. En gros, il y a un combat idéologique. Ça, c'est un discours idéologique. Oui, absolument. Parce que je trouvais que tu étais trop neutre, justement. Parce qu'il faut appeler un chat un chat. Ton discours est idéologique. Non, mais oui, mais toi, tu dissimules la victoire idéologique. C'est ça qui m'intéresse. Ça veut dire que finalement, l'idée de l'économie de marché, l'idée de la concurrence est acceptée. Mais même, elle a toujours été acceptée. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Au-delà. La grande victoire
victoire de Bush dans son double mandat, c'est quand même la privatisation de la Sécu. C'est-à-dire que le grand échec d'Hillary Clinton, c'est quand elle était au pouvoir, elle voulait une sécurité sociale à l'européenne. C'était son mari quand même, Bill. Enfin bon, c'était Bill Clinton. Mais pardon. Voilà, merci. C'est ça que je veux dire. Oui. Bien sûr, il était président, mais c'est elle qui devait accoucher de ce dossier, et elle a échoué. Et depuis, les républicains ont gagné cette bataille. Dans le big business, comme ils disent aussi, les baisses d'impôts, etc. Obama revient très timidement sur des baisses d'impôts massives aux plus riches. Donc encore une fois, il est contre le fait qu'on puisse réduire, proposer des baisses d'impôts à des gens qui gagnent 250 000 $. Mais est-ce qu'il va encore est-ce qu'il va y revenir? Non, mais je suis d'accord. Mais moi, je suis d'accord. Non, ça, c'est une démarcation, par contre, très claire entre lui et Hillary Clinton, qui a beaucoup plus réservé sur la question. Voilà. Okay. Alors, Hillary Clinton, d'après moi, elle a perdu pour deux raisons. D'abord, parce qu'elle fait politicienne par rapport à l'autre, et que deuxièmement, alors moi, je suis d'accord avec Francis, elle est vraiment complètement soumise, républicanisée, complètement soumise à la doxa républicaine. Bon. Et alors, deuxièmement, je voudrais reprendre là. Je pense moi aussi que McCain devrait gagner. Mais pas pour les raisons qu'a dites. Non, pas parce que l'Amérique a peur, parce que le terrorisme et tout ça. La peur. Non. Bah, moi je ne crois pas. Une des grandes forces de George Bush, moi je pense non, moi je pense des attentats. Ça c'est une vision. Et je suis sûr que quand il y aura débat entre John McCain et Barack Obama, John McCain va axer sa politique sur la. On va laisser Éric Zemmour terminer. On va laisser Éric Zemmour terminer. Non, justement, c'est pas la. L'Amérique a peur, c'est la raison pour laquelle la République sera élue. Non, moi je dis pas que McCain sera élu. Je dis que je crois que les fondamentaux sociologiques, idéologiques du néoconservatisme américain, qui dure depuis 25 ans, c'est pour ça que moi je ne lis pas ça au 11 septembre, je pense que c'est une victoire idéologique massive qui date de Reagan et qui a fait du capitalisme mondial. C'est une victoire qui doute aujourd'hui quand même. Non, pas du tout, pas à l'intérieur. Une victoire idéologique majeure, néoconservatrice, qui a remis au capitalisme sa force révolutionnaire, et d'ailleurs qui détruit beaucoup de choses. On peut avoir cette discussion, mais selon Marx, vous savez, Marx disait que la vraie force révolutionnaire c'était le capitalisme. Le capitalisme mondialisé, aujourd'hui, a une force terrible. Il domine les fondamentaux sociologiques, vous savez, à l'Est et à l'Ouest, en Californie et à l'Est. Là, les démocrates sont forts, mais c'est tout. Dans le cœur du pays, dans ce que les spécialistes appellent entre les parenthèses, vous savez, il y a deux parenthèses. Entre ce qui est ouvert sur le monde, finalement. Exactement. Là où il y a la mer pas loin. Exactement. Le vrai pays, il est resté républicain, malgré, pardonne-moi Francis, malgré l'échec, parce qu'on est d'accord là-dessus, malgré l'échec de la guerre en Irak. Il est resté républicain. Donc je pense que les fondamentaux sociologiques et idéologiques... C'est la première fois qu'on verrait le Parti républicain se succéder à lui-même par 2 fois ou 3 fois. Ah, mais je suis d'accord. D'abord, est-ce que c'est la première fois? Non, mais ceci dit, tout est possible, mais il faut voir aussi les évolutions qu'il y a à l'intérieur de la société américaine. Et le compromis, justement, le compromis historique qui existe aujourd'hui entre les forces progressistes et le fait que le capitalisme est devenu force révolutionnaire, ce compromis peut également être, un élément propulseur extraordinaire pour une victoire de Barack Obama. Alors, parce qu'on est plus justement dans les clivages anciens. Juste pour terminer, voilà, s'il vous plaît. Mais ce qui je pense qu'il y a, nos raisonnements se recoupent, Eric, c'est vrai. Mais, à vous écouter, il y a quelque chose d'excessif, c'est qu'on a le sentiment qu'il y a une fatalité. À vous écouter, c'est comme s'il y avait un parti unique qui était le seul aujourd'hui en mesure de gouverner, de présider aux affaires du monde, c'est-à-dire une force unique, qu'elle s'appelle absolument républicaine ou dominante, démocrate, qui serait donc une force conservatrice. En fait, il évoque ce qu'on appelait ici la pensée unique. C'est une sombre fatalité. Alors oui, on va laisser. Bravo Francis, vous m'avez très bien décodé. On va. Wallace Catra voulait prendre la parole depuis quelque temps. Trois petites choses. D'abord, quand on parle de républicains et démocrates, on a tendance à dire gauche-droite, ce qui veut rien dire là-bas par rapport à ici. Qui en tout cas n'est pas identique à ici, voilà, ça c'est sûr. Première observation. Deuxième observation, ici, ce n'est plus identique à ce deuxième observation, c'est qu'on a un certain tropisme à l'idéologie en France. C'est-à-dire qu'on aime bien discuter des débats idéologiques, les machins. Je pense que c'est pas l'objet du débat sur place actuellement.
C'est-à-dire que vous voyez une opposition de style. Non, je pense qu'aujourd'hui, il y a un projet de société quand même. Aujourd'hui, finalement, ce qui est dominant, c'est le style et ce qui fait Obama finalement. C'est ce qu'ils appellent le storytelling. Et je pense qu'il y a un côté Sarkozy chez Obama finalement. C'est-à-dire que tout le monde est fasciné par Obama, y compris la presse. Enfin, je sais pas si vous voyez ce qu'écrit la presse. Tout le monde, enfin, beaucoup de de leaders d'opinion, de groupes de pression finalement sont fascinés par ce type Obama. Et je trouve que, pour revenir à votre question tout à l'heure, on ne sait pas vraiment le programme. Et c'est pas ce qui intéresse aujourd'hui. Ce qui intéresse, c'est sa posture par rapport à Madame Clinton. Et aujourd'hui, il a gagné la bataille. C'est pas exactement la posture. C'est ce qu'ils appellent le storytelling. C'est-à-dire que l'une, pardonne-moi Francis, l'une nous a raconté la revanche des femmes. L'autre nous a raconté la revanche de l'accession à la post-mondialisation avec une immigration métissée. Ils nous ont raconté deux histoires et l'une a paru plus moderne que l'autre. Alors, on va laisser juste pour terminer. Juste pour terminer, il y a quand même un élément dont il faut tenir compte également, c'est qu'il y a aujourd'hui pour les Américains une urgence de rendre à nouveau, comme ils disent, l'Amérique aimable à nouveau aux yeux du monde. C'est important. De ce point de vue, je crois qu'au-delà de l'idéologie, il y a aussi l'image de l'Amérique, l'image que les Américains ont envie aujourd'hui de propulser au-delà de leurs frontières. Il y a quand même une différence que pour les Américains de vivre à l'ère de Clinton, sous Bush, ou sous éventuellement Barack Obama. Il y a l'image que projette un pays selon, je veux dire, l'image du sommet de l'État. Bon, je crois que c'est important. L'Amérique, il y a question de savoir aujourd'hui si les Américains ont envie de projeter l'image d'une Amérique gouvernée par Mike ou une Amérique qui redeviendrait, comme ils le disent, et c'est évident, plus aimable, gouvernée par quelqu'un comme Barack Obama. Je crois qu'il y a cette Amérique, au-delà, c'est ce que je voulais dire, voilà, c'est que au-delà des questions idéologiques, il y a quand même une vision de la société, il y a un projet de société, il y a aussi l'image que l'on se fait de son pays, et cela est valable pour tous les pays du monde. C'est-à-dire que la France de Chirac ou de Mitterrand n'est pas la France de Sarkozy. Éric Zemmour, un dernier mot. Un mot. Francis utilise très pertinemment le mot image, parce que sur le fond, que ce soit Clinton ou Bush, il y a une politique, et tout à fait légitime d'ailleurs, de puissance impériale mondiale et qui tente à conserver son impérium sur le monde. Et simplement, Clinton le fait plus habilement, on dira, plus aimablement. Vous voulez dire Obama plutôt, je suppose. C'est pas simplement ça. Oui, Clinton le fit plus aimablement. Obama veut le faire aussi plus aimablement, mais je pense, moi, alors on va encore me faire le même reproche que tout à l'heure, mais je pense qu'il y a une volonté américaine de conserver son impérium sur le monde, et que entre démocrates et républicains, ce n'est qu'un mélange, un changement de style et d'image, pas de réalité stratégique. Pas de réalité politique extérieure. La conception du pouvoir, la conception du pouvoir et l'idée que l'on s'en fait n'était pas la même sous Clinton que sous Bush. Alors attendez, Francis, ça change beaucoup de choses. Francis, on va s'arrêter là. Pourquoi? Parce qu'on aura l'occasion d'y revenir lorsque, par exemple, les super délégués vont prendre leur décision, car il ne faut pas oublier que même si Barack Obama est en tête, ce sera les super délégués du Parti démocrate qui auront le dernier mot, et puis bien sûr, plus tard, ce seront les électeurs qui auront le dernier mot. Alors, tout à l'heure, Éric Zemmour, pour conclure, parlait d'impérium américain. Ça me fait une transition toute trouvée. Notre président de la République, Nicolas Sarkozy, est allé successivement au Tchad, puis en Afrique du Sud, où il a déclaré, je vais vous citer la phrase exacte, que la France n'avait pas vocation à maintenir définitivement des forces armées en Afrique. Il faut savoir qu'il y a 9000 hommes en Afrique actuellement, 9000 soldats français. Alors, Francis, ça change un petit peu, parce que c'est un discours qu'on avait entendu. Pourtant, il y a quelques semaines au Tchad, on a vu l'armée française jouer un rôle qui au départ nous a semblé ambigu, mais qui finalement a quand même été un soutien au gouvernement d'Idriss Déby. Puis aujourd'hui, Nicolas Sarkozy semble vouloir incarner une rupture dont il a souvent parlé. Alors, il y a deux commentaires possibles. Il y a le commentaire positif, c'est de dire il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, c'est-à-dire que la pensée peut évoluer, l'idée que l'on se fait des situations peut également évoluer, et que ce discours qui apparaît aujourd'hui comme un discours, disons, l'anti-discours de Dakar. C'est l'anti-Dakar. Recadrage du discours de Dakar. C'est-à-dire, on veut réparer la bourde que le discours de Dakar a été. Alors ça, c'est le commentaire, c'est le premier commentaire. Parce que, bon, je crois que c'est plus que ça, parce que le discours a quand même, bon, je pense que c'est un vrai discours qui
qui contient même un programme, une projection, une conception. Le discours de Dakar, on se souvient de la phrase qui avait beaucoup choqué les Africains, qui disait en gros que les Africains n'avaient pas d'avenir et ne pensaient pas à l'avenir. Non, que les Africains n'étaient pas entrés, l'homme africain n'était pas assez entré dans l'histoire. Pas assez entré dans l'histoire. La différence entre le discours du Cap et le discours de Dakar, c'est que le discours du Cap est un discours beaucoup plus adapté simplement à la réalité actuelle. C'est-à-dire que, au fond, ce discours où l'on retient notamment que la France devrait réviser prochainement ses accords militaires avec les pays africains et un discours dans lequel Nicolas Sarkozy reprend quand même à son compte des éléments qui sont des éléments d'époque, c'est-à-dire la démocratie, le respect des droits de l'homme, des élections transparentes en Afrique comme étant le socle du progrès et des relations qui peuvent exister entre l'Afrique et le reste du monde. Mais je crois que ce sont Mitterrand avait déjà fait ça à son époque. C'est une adaptation à l'ère du temps, c'est une adaptation à l'époque et c'est heureux. Je pense que il y avait de toute façon, c'est que ce qu'on appelait rupture, cette rupture insaisissable, était de toute façon inscrite dans l'ordre des choses. Il y a une forme d'inéluctabilité de cette rupture. Si la France n'énonce pas la rupture, cette rupture se ferait de toute façon en Afrique sans elle. Machinalement, voilà. Si j'ose dire. Alors, vous avez évoqué le discours de la Gaulle. Qu'il accompagne, en fait. Je voulais juste souligner pour l'information que la révision des accords militaires avec l'Afrique, ce n'est pas une nouveauté. C'est un processus qui a été engagé sous le Parti socialiste, avec beaucoup plus avec Lionel Jospin d'ailleurs, quand il était Premier ministre, et que ce processus a été arrêté, contrarié en tout cas avec le retour de Jacques Chirac en force et sa victoire en 2002 face à Lionel Jospin. Donc au fond, c'est la reprise d'un processus, et un processus qui était inéluctable. Et la question est de savoir simplement si Nicolas Sarkozy aurait aujourd'hui davantage de moyens, parce qu'il y a beaucoup de forces, je dirais, contradictoires en termes de rupture. En Afrique, il y a des gens qui ont intérêt à la rupture et d'autres pas également. Ce n'est pas simplement, je veux dire, un impérium français. C'est pas la France qui décrète une rupture. Je crois que ce qu'on reconnaît aujourd'hui dans ce discours de Nicolas Sarkozy, il y a une grande nouveauté. Nicolas Sarkozy, dans ce discours, reconnaît in petto qu'il y a le néocolonialisme comme il a été une réalité, un système qui a été mis en place. Il n'a pas prononcé ces mots-là. Il n'a pas prononcé, mais en fait, c'est une reconnaissance puisque, en fait, ces accords qu'il juge comme étant d'un autre âge était simplement, je veux dire, la mise en place, correspondait à la mise en place d'un système post-colonial. Et d'ailleurs, Thabo Mbeki, le président sud-africain, a répondu en disant, écoutez, il était temps de le faire parce que simplement cela s'inscrit dans le long processus de colonisation, tout simplement. Alors, Nadir Djenad, vous pensez que le départ des 9000 soldats français, c'est la clôture du processus de décolonisation, si tant est qu'ils partent, parce que pour l'instant, c'est dans le discours. C'est recadrage, quoi. Il faut rénégocier. Révision. Pour l'instant, c'est dans le discours. Tous les accords et que les accords seront négociés, qu'il y aurait de la transparence. Je pense que c'est là la nouveauté. Moi, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Francis. J'ai l'impression que c'est la rupture avec la France-Afrique dans les mots, mais il faut attendre dans les faits ce qui va se passer. Avant le discours du Cap, il y a eu donc l'étape au Tchad, et là, on n'a pas vu vraiment qu'il y avait de rupture. Donc avec la politique, la venue de Nicolas Sarkozy, quand même, d'une certaine façon, c'est un soutien au régime d'Idriss Déby, même si surtout aussi vite après la crise. Oui, mais il a pas. Donc j'ai l'impression Moi j'ai l'impression qu'encore que la politique africaine, il y a encore cette ambiguïté, donc entre rupture ou pas rupture, comme le disait Francis tout à l'heure. Donc volonté de rupture avec le discours du Cap, mais en même temps au Tchad, c'est différent. Par contre, je pense où il y a une rupture, c'est sur le plan économique, évidemment. Je pense concernant le nucléaire civil. Nicolas Sarkozy est venu vendre du nucléaire civil. Vous savez que l'Afrique du Sud est le 9e pays auquel Nicolas Sarkozy a proposé des centrales nucléaires depuis son accession au pouvoir. Donc là, Nicolas Sarkozy vend vraiment sa diplomatie du nucléaire pour deux objectifs, bien sûr. Un objectif économique, il s'agit de vendre des centrales nucléaires, et l'autre politique, c'est couper l'herbe sous le pied à des pays comme l'Iran, par exemple. L'Iran dit, vous voyez, les Occidentaux veulent pas nous donner du nucléaire parce que nous sommes des pays du tiers-monde. Là, Nicolas Sarkozy, donc en maintenant la fermeté donc avec l'Iran, dit mais les pays en voie de développement ont quand même droit au nucléaire. Donc là, je pense que c'est intéressant sur ce point-là, la diplomatie nucléaire. Et Éric Zemmour semblait pas d'accord avec Nadir Djenad. Zemmour aime le discours de Dakar. Oui, je sais pas que j'aime le discours de Dakar. Je trouve qu'il ne mérite ni cet excès d'honneur ni cet excès d'indignité. Et il y a des choses justes. Tragédiens français. Il y a des choses justes. Bravo. Il y a des choses justes. Formidable. Corneille ou Racine, au fait? Corneille. Merci. J'ai eu un doute du coup. Non.
on disait tout à l'heure, c'est Francis qui disait ça, que les démocrates et Obama voulaient rendre plus aimable la politique étrangère américaine. Eh ben, si on me permet, je poursuivrai cette comparaison. Vous faites un parallèle avec l'attitude de Nicolas Sarkozy. Je pense que Sarkozy essaye de rendre plus aimable la défense des intérêts français en Afrique, qu'on peut appeler néocolonialisme. Les mots ne me gênent pas, vous, Francis sait pourquoi, et les spectateurs, je pense, savent aussi pourquoi. Ce sont des mots systémiques. Hein. Exactement. Et il y a des rapports de force, et on sait, on a déjà eu cette discussion 100 fois, et la France défend ses intérêts, elle a une tradition en Afrique, elle défend ses intérêts. Bon, moi, ça ne me choque pas. Donc, je pense qu'il essaye simplement de mettre un vernis moderne, droit de l'hommiste, démocrate, sur Je sais si Nicolas Sarkozy a pourtant critiqué les droits de l'homiste. Mais oui, tout à fait. Mais il a embauché le premier d'entre eux comme ministre des Affaires étrangères. Ça s'appelle le sarkozysme. Donc, si vous voulez, donc ça, je pense ça. Moi, je pense, comme Wallis, que les soldats français ne sont pas partis. Ils sont loin d'être partis, parce que je pense que le jour où ils partiront, ça sera fini de la présence française en Afrique. Et donc, ça sera fini d'une partie de la puissance française, qui reste de la puissance française d'antan. La seule puissance possible en Afrique pour la France, c'est les militaires. Alors. Non, pas du tout. La puissance militaire, il faut arrêter. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que la puissance militaire américaine ne garantit pas la puissance économique? Vous croyez? C'est vrai qu'il y a une présence. Enfin, qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez qu'on est dans un monde sans armée et sans guerre? Vous croyez ça? Vous croyez que comme ça, la puissance se fait sans l'armée? Mais s'il n'y avait pas l'armée américaine partout, vous croyez que le dollar serait cette monnaie qui est acceptée partout et qui peuvent brader comme ça à volonté sans risque sur leur économie et sur la valeur? C'est uniquement parce qu'ils ont la première puissance mondiale. À notre niveau, la puissance militaire française garantit une certaine domination économique en Afrique. Il faut le dire comme ça. Donc ils sont pas prêts de partir non plus. C'est ce que vous semblez dire. Absolument. Et je pense que heureusement qu'on est d'accord autour de la table. Ils sont pas prêts de partir. Non, mais alors, il essaye de trouver. On va finir là-dessus. En plus, en plus le discours sur la démocratie. Francis a raison d'en parler, mais ça fait 25 ans qu'on fait des discours sur la démocratie. Le drame en Afrique, tout le problème, c'est que évidemment, il y a beaucoup de gens qui veulent aller vers une démocratie classique, je dirais, à l'occidentale, et il y a beaucoup de gens aussi qui, quand cette démocratie se met laborieusement en place, font exploser, comme on l'a vu au Kenya, immédiatement en affrontements sociaux et tribaux. Donc la démocratie en Afrique, c'est partisane, avec les partis classiques, c'est très compliqué, c'est perverti évidemment par les affrontements tribaux, par une situation sociale. On va pas reprendre cette conversation. C'est pas l'histoire spécifique de chaque pays, en fait. Je suis d'accord. Mais en plus, c'est très différent. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc tout ça est très complexe. Tout ça, donc évidemment, donc j'ai l'impression que Sarkozy est dans une opération de séduction. C'est ça que je voulais dire. Il va séduire à l'étranger parce que les municipales sont pas loin, peut-être. Non, je pensais à la séduction à l'étranger. Voilà ce que sera pour conclure, parce qu'après justement, on va parler des municipales. Oui, très rapidement. Sur les forces militaires, je pense que effectivement, comme Eric, faut faire attention. Il y a une situation d'instabilité. On a parlé du Kenya, mais il y a également le Cameroun, et puis etc. Donc l'instabilité, il faut le faire, il faut le réaménager, il faut la transparence, etc. Mais n'allons pas trop vite, ne bousculons pas les choses. Ce que je veux dire derrière, c'est-à-dire que non seulement vous pensez que les soldats vont pas partir, mais vous pensez qu'il ne faut pas. Non, je pense qu'il faut réadapter avec les Africains. Voilà, c'est trop facile de dire ça. On ne règle rien, et puis au fond, voilà. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on parle beaucoup de la fin de la France-Afrique. C'est bien. Mais, par exemple, M. Bockel, qui est notre ministre de la coopération finalement, qui défend cette idée-là, qu'il faut tourner la page de la France-Afrique et tout, en même temps, on démantèle notre dispositif de coopération en Afrique. On réduit les budgets concernant la coopération. Donc, il faut faire attention. Je crois que les discours, c'est bien. Il faut faire attention à ce qu'on fait sur le terrain. Les ambassades, finalement, il y a moins de moyens pour les ambassades françaises en Afrique, etc. Ça, c'est la première chose. La deuxième, ce que j'ai envie de dire, au fond, c'est de dire comment on imagine notre relation avec l'Afrique pour demain, au-delà de dire faisons au-delà d'un simple retrait, au-delà de dire arrêtons la France-Afrique, c'est bien, mais la France et l'Afrique pour quelle forme de coopération, d'autant plus que j'ajoute deux petits indices. Première chose, c'est que les étudiants africains ne viennent plus en France. Ils partent au Canada, ils partent aux États-Unis, ils partent en Grande-Bretagne. C'est un vrai problème pour l'avenir. La deuxième chose, il y a une offensive économique forte
de la Chine en Afrique, qui est présente partout. Donc, à partir de là, il faut, élaborer la relation entre la France et l'Afrique pour demain, à partir de ces éléments-là. Et je crois que là, c'est un chantier qui commence. Alors, on Francis, vite parce qu'on est un peu en retard. Très vite. Je suis d'accord sur l'idée du chantier. Je crois que pour revenir sur les accords militaires, il ne s'agit pas de faire partir tous les soldats français d'Afrique. La question n'est pas là. La question, c'est de réviser ces accords, de les repenser, parce qu'il faut se rappeler quand même que ces accords ont été mis en place en 58 et 60 pour, généralement, dans ces pays-là, protéger des chefs d'État qui n'étaient pas issus du suffrage universel et qui étaient souvent d'ailleurs le continuateur de l'ordre colonial. C'est ça, au fond, qui est important. Il y a aujourd'hui, en Afrique, il y a une présence militaire américaine, par exemple, qui pose moins de problèmes. Pourquoi? Parce que les relations entre la France et ces pays-là, ces relations sont chargées d'une charge affective mauvaise, de sentimentalisme qui a fait beaucoup de mal à cette forme de coopération. La coopération est un échec en soi. Et je suis d'accord avec Cavalès qu'aujourd'hui, l'enjeu, en fait... Il faut réimaginer, quoi. Voilà. L'enjeu pour les Africains et pour les Français, c'est de rendre féconde cette parenté historique, au fond, qui entre, je veux dire, ces deux parties du monde. Parce qu'il reste une histoire commune, une langue, voilà, souvent il faut repenser ces relations-là avec des paramètres concrets, fondamentaux, c'est-à-dire le commerce. Dominique Volton sera là, il vous parlera de la francophonie. Une diplomatie inventive, c'est ça. Je crois qu'il faut simplement que ces relations deviennent enfin des relations ordinaires et non plus toujours entachées par cette charge du passé, cette charge néocoloniale qui, effectivement, aujourd'hui, a causé un grand tort, d'ailleurs, aux deux parties, parce que quand vous faites le bilan économique des relations entre ces deux parties du monde, c'est un échec total. Parce que caricature. Non, mais c'est un échec total. Quand on voit aujourd'hui les profits que tire la Chine, qui vient à peine d'arriver du territoire africain, je veux dire, il n'y a rien de comparable avec les intérêts cumulés qu'ont pu tirer les Français et les Africains de leur coopération. Non, mais attendez, on va pas reprendre ce débat parce que il faut tourner le dos à la coopération et mettre en place simplement des relations. S'il y avait qu'en Afrique que la Chine prend des positions économiques, ça se saurait. Donc je pense pas que ce soit spécifique à l'Afrique. Mais les Chinois sont des comportements prédateurs. Vous pensez que la France est très regardante sur les situations économiques et affaires politiques? Allez, s'il vous plaît. On y reviendra. C'est quand même intéressant de noter que ce voyage, Francis, il est quand même intéressant de noter que le voyage de Nicolas Sarkozy a suscité chez nous ces interrogations. Elle doit bien susciter aussi chez les autres. Je voudrais qu'on revienne chez nous. Dans une semaine maintenant, il y aura les élections municipales. Et il y a quand même quelque chose d'assez étonnant, autant lors de l'élection présidentielle et des élections législatives qui ont suivi. La diversité, on va prononcer ce mot neutre, a été l'un des éléments essentiel, si il est neutre, vous verrez, je peux en trouver d'autres qui sont moins neutres. Essentiel, a été l'un des débats essentiels entre les hommes politiques et entre les citoyens. Ça faisait partie des choses dont on parlait. Pour les élections municipales, on peut pas dire qu'on ait beaucoup entendu parler de diversité. Bon, on sait tous, on l'a vu, il y a Rachida Dati dans le 7e arrondissement de Paris, il y a Ramayad en banlieue parisienne à Colombes, mais c'est pas les arbres qui cachent un peu la forêt, ça, Francis? Vous avez la réponse dans votre question. Ouais, partagez mon sentiment. Oui, je crois qu'il y a eu un bilan qui a été fait, un bilan qui a été fait par le CRAN. Oui, le Conseil représentatif des associations noires, dirigé par Patrick Lozès. Effectivement, qui montre. Alors, que dit le CRAN? Le CRAN dit effectivement que le pourcentage des candidats de la diversité présent à la diversité comme diversité, c'est très large. Je vois Eric qui sourit, c'est très large. Et il nous reste pas tout à fait 10 minutes. Dans l'ensemble, en fait, dans le contingent des candidats, ce pourcentage est encore très modeste, je veux dire, et parfois inexistant par endroit. Bon, moi je voulais juste faire une observation. Je pense que l'action de la diversité, c'est une question récente en France. Bon, c'est pas une raison. La France, pour ça, il y a beaucoup de retard sur pas mal de pays, même des pays européens. Hein. Et je crois que quand on voit où on en est avec Obama, voilà, je pense qu'il y a deux raisons. Je crois qu'il faut déjà à l'intérieur des partis une révolution culturelle qui puisse accueillir des profils de candidats différents des profils traditionnels, parce qu'il y a beaucoup de candidats de la diversité qui ont beaucoup de mal à se retrouver en position éligible sur les listes. Mais par ailleurs aussi, je crois qu'il y a aussi un défi qui est lancé à cette diversité, à ceux qu'on appelle les gens de la diversité. C'est qu'au fond, il faut balayer devant les portes parce que les vocations ne sont pas non plus très nombreuses et qu'il y a quand même un chemin à faire. C'est le même problème que pour les femmes il y a 15 ans. Il ne s'agit pas de prendre les gens simplement pour la couleur de leur peau, ce serait dommage, ce serait une grosse erreur de faire ça. Alors, moi une question à Nadir Djenad et ensuite Wallace Cotra veut prendre la parole.
Oui, moi je ferai le constat que les partis politiques sont encore frileux quand il s'agit de présenter des candidats issus de la diversité sur les listes électorales. Mais il y a quand même des petits progrès, et c'est drôle, il y a des progrès à droite. Par exemple, pour ces municipales, parce que vous savez qu'à Rennes, quand même, Rennes c'est une ville importante. Rennes, la tête de liste UMP, c'est un médecin nommé Karine Boudjela. En Seine-Saint-Denis, les têtes de liste UMP à La Courneuve, à Aubervilliers, Kamel Hamza pour La Courneuve et Faisal Menia pour Aubervilliers. Donc on sent qu'à droite, quand même, cette question bouge un peu plus. Par contre, voilà, du côté du Parti socialiste, on a beaucoup plus entendu, par contre, les batailles, d'ailleurs on en a parlé sur ce plateau, des batailles concernant l'investiture. Par exemple, on avait des candidats issus, des personnalités issues de la diversité, qui étaient soutenus par leur fédération, et qui se sont vus refuser l'investiture par la direction. Il y a eu pas mal d'exemples comme ça du côté du Parti socialiste. Donc c'est voilà, je dirais que ça va un peu mieux à droite. Par contre, il y a des progrès à faire du côté du Parti socialiste. Bon, voilà, est-ce que vous partagez le sentiment de Nadir que le PS peut mieux faire et que vous mettriez la moyenne à l'UMP? Je crois que tout le monde peut mieux faire, et je crois que c'est un point de vue national, je dirais, que le compte n'y est pas, quoi. Et qu'il faut, si on veut avancer dans ce domaine-là, alors c'est vrai que les élections municipales, il faut faire son nom, etc. C'est vrai, c'est pas vrai, parce que Martine Aubry, elle a été débarquée à Lille. À Lille. Voilà. Il y a des ministres dans le gouvernement. Juppé a été débarqué à Bordeaux. Actuellement, Perben a été envoyé en mission à Lyon, et il est pas sûr de gagner loin de là. Il y a pas, je pense qu'il n'y a pas une vraie volonté d'aller dans ce sens-là. Et je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure. Nous qui donnons beaucoup de leçons aux Américains, là, il faut bien reconnaître qu'on est très très loin du compte. Alors, moi, je voudrais poser une question à Éric Zemmour, puisqu'il brûle de prendre la parole. Vous avez vu, vous suivez l'actualité, donc vous avez vu que La Graine et le Mulet a remporté un César, le film. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a pas si longtemps, il y a quelques mois, c'était Indigène qui remportait un César, et même plus. Pour Indigène, on a vu c'est un film militant, c'est un film important dans l'histoire du peuple, etc., etc. Pour La Graine et le Mulet, on a dit c'est un bon film. C'est-à-dire qu'on est en train d'assister dans la culture à une espèce de banalisation de la diversité, où personne n'a parlé d'un film sur la diversité ou à propos de on a parlé d'un bon film. Et en politique, ça n'avance pas. En tout cas, pas au même rythme, visiblement. Parce que je pense que c'est pas le problème. Je pense que c'est un faux problème. Moi, je vais vous dire, c'est un faux problème que dans des villes comme Aubervilliers ou Argenteuil, la représentation au conseil municipal ne soit pas un peu plus proche de la représentation dans la population. Mais c'est ce que je veux dire, c'est que moi, je reprendrai et ce qu'a dit Francis. Je fais un mix de ce qu'on dit. Francis et à dire. Je veux dire, moi, je pense que on disait, c'était la discussion d'il y a 10 ans avec les femmes. En fait, les politiques avaient beaucoup de mal à trouver des femmes qui s'intéressent à la politique et qui veuillent s'engager. Donc il faut les quotas, alors vous êtes en train de dire finalement. Non. Il faut que les gens, s'ils ont envie, ils y vont. Là, les élus ne sont pas obligés. Mais qu'est-ce que c'est que cette conception de la politique? Moi, excusez-moi, les gens ne sont pas là pour représenter, comment dire, de façon, ils ne sont pas là pour représenter. Vous voulez pas de représentation ethnique? Exactement. Enfin, mais ils sont là pour représenter politiquement. Mais moi, si chaque conseil municipal est gaulois à une population qui ne l'est pas, il y a une représentation ethnique de fait. Les gens sont pas obligés de voter pour eux. Ils ont qu'à faire des listes dissidentes et voter pour les listes dissidentes. Enfin, mais qu'est-ce que c'est que cette conception de la politique? Si au Parti socialiste, mais tu sais pourquoi ils sont battus? J'ai dit parce qu'ils sont battus par le vote des militants, parce que l'UMP a gardé une structure hiérarchique beaucoup plus forte et que le national impose des candidats entre guillemets de la diversité et les militants doivent la fermer, alors que sur le terrain, le PS, le vote militant est beaucoup plus pris en compte et verrouille ça. On a vu par exemple des gens envoyés par le national et ratatinés par le local. Ça se voit beaucoup. Mais à l'UMP, on va laisser Nadir. Il nous reste 2 minutes d'émission. Sont des militants impliqués depuis de longues années dans la gestion de la cité. Donc ils n'ont pas été parachutés. À la différence de Ramayad et Rachida Dati, ils sont impliqués depuis longtemps. Non, ça c'est différent, je pense. C'est peut-être deux symboles, il y a peut-être d'autres cas quand même. Par exemple, pour le cas de Rennes quand même.
ce militant, quand même, travaille depuis de longues années. Et donc, il a été choisi, pas parce qu'il s'appelle Karim Boudjama, il a été choisi parce que justement, c'est un militant qui a fait de longues années sur c'est très bien. On est d'accord. Donc, pour une fois, Éric Zemmour est d'accord avec Nadir Djenad, ça n'arrive pas tous les jours. Je trouve ça humiliant pour eux d'être choisis parce qu'ils s'appellent Karim machin ça, c'est un argument. Moi, je trouve ça humiliant. La politique, c'est pas ça. La politique, c'est humiliant d'être choisi parce qu'on est représentatif de la diversité, Wallace. C'est ce que dit Éric Zemmour. D'accord. Alors, on est d'accord, là. Alors, Wallace Cottera. Non, je trouve que l'esquive, c'est une bonne chose. Ça fait avancer beaucoup les choses. Et l'esquive, donc En d'autres termes, vous pensez que Éric Zemmour est en train d'esquiver le vrai débat? Non, je crois que ce que je veux dire, c'est que il y a des formes diverses de la société française qui s'expriment. On parle du cinéma, mais ça a un lien avec la politique. Comme moi j'ai beaucoup apprécié, par exemple, le phénomène, c'est un phénomène qui nous interpelle aussi, le phénomène du film de Danny Boone, qui exprime la diversité française. Et je trouve sur les nordistes, à la fois, comment ça affirme ce que c'est qu'un ch'ti, et à la fois à Marseille, tout le monde se reconnaît derrière parce que c'est des histoires. On n'uniformise pas les choses. Il y a des diversités. Et on est dans un autre débat sur la diversité. Non, ça il a raison. Mais moi ça c'est la mondialisation qui détruit toutes les identités et les gens s'accrochent à leur identité identitaire face à la mondialisation régionale, etc. On était quand même parti des élections municipales et de la présence. On est en plein. Alors, on va laisser Wallace conclure. On est en plein dedans parce que je pense que c'est le vieux débat entre le particulier et l'universel. C'est-à-dire que l'universel ne doit pas tuer le particulier, et le particulier doit avoir comme ambition d'aller vers l'universel. Mais c'est parce qu'on a confondu universel et uniformisation qui fait que ça choque. On se retrouve plus dedans. Et c'est vrai que, pour revenir aux élections municipales en 30 secondes, c'est vrai que quand tous les élus au Parlement sont tous des Européens, souches blancs, catholiques, etc., on dit qu'il y a un truc qui cloche. Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre... C'est normal, la France c'est comme ça depuis 2000 ans. C'est logique, ça se fait lentement. Dites ça aux gens d'outre-mer, vous allez voir ce qu'ils vont penser. Justement, ce qui est positif quand même, c'est que ce débat aujourd'hui existe, on en parle ici, on en parlait partout. Il y a 10 ans, ce débat était totalement occulté et exclu du champ, je dirais, du champ du débat français, et ça c'est tout à fait nouveau. Il était temps, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Alors voilà, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Eh bien nous, justement à propos des élections municipales, on va s'absenter 2 semaines pour cause d'élections municipales. On se retrouvera le 22 mars, ça sera le 2e jour du printemps. Voilà, j'espère que vous serez avec nous au rendez-vous. Au revoir, la semaine prochaine. Eh ben non, justement, à dans 3 semaines. C'est l'habitude.